Maison vide, Wi-Fi mort. Ignoré par ma propre famille à l'école, des années de silence avant que ma froide vengeance ne leur fasse tout regretter. On dit que le diable se cache dans les détails. Mais parfois, il vit dans le silence. Ce genre de silence qui t'enveloppe comme un brouillard, étouffant lentement l'air dans tes poumons. C'était un mardi. Un mardi banal, ennuyeux. Je rentrais chez moi, en train d'envoyer des textos furieux à propos d'une dispute dans un groupe. Quelqu'un se moquait de mes baskets contrefaites. J'étais trop occupé à être en colère pour remarquer le calme étrange dans notre rue. Jusqu'à ce que je m'approche. L'herbe avait l'air bizarre, aplatie, irrégulière. L'allée montrait des traces de pneus profondes, inconnues, pas aux endroits habituels. Je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être que papa faisait encore des siennes avec les voisins. Je suis arrivé à la grille. Elle a grincé. Bon, j'ai monté les marches du porche. La boîte aux lettres était grande ouverte. Vide. Ça n'était jamais arrivé. Maman recevait toujours le courrier le soir. Un mauvais pressentiment m'a noué l'estomac. J'ai glissé ma clé dans la porte d'entrée. Elle n'a pas tourné. J'ai secoué la clé. Rien. Elle semblait étrangère, faussée, comme si quelqu'un l'avait changée pendant que j'étais à l'école. J'ai frappé fort. Maman, papa, silence. Épais, lourd. Les rideaux étaient tous tirés. Même l'endroit habituel de marmalade, près de la fenêtre, était vide. Pas de museau poilu, pas de chaleur. Juste une maison scellée, vide. Je suis allé au garage. La porte a grincé en s'ouvrant, et mon souffle s'est coupé. Vide. Pas de vélo, pas d'étagère, pas de bazar, pas d'outils, pas l'odeur de sueur ou de détergent. Juste de l'espace. Un vide là où avait vécu notre vie. Je me suis précipité vers la porte de la buanderie, fermée à clé. Mais nouvelle. Pas de griffure de chien de Max. Pas de peinture écaillée. Une porte que je ne reconnaissais pas. Je suis reculé, le cœur battant à tout rompre. Mon téléphone. Je l'ai sorti, batterie à 14%. Pas de Wi-Fi. Notre réseau, Grimes Family Phone, disparu. J'ai appelé maman. Répondeur, papa. Répondeur, ma sœur Nathalie. Répondeur. Je suis resté là, vacillant. Ce n'était pas une blague, ce n'était pas une décision impulsive, c'était un abandon. Je suis sorti en titubant. Monsieur Henderson arrosait ses roses à côté. Monsieur Henderson, ai-je appelé. Vous avez vu mes parents aujourd'hui? Il a levé les yeux. Oui, un gros camion de déménagement et je suis resté ici toute la matinée. Je pensais que tu aidais. Ça avait l'air prévu. Une équipe rapide. Le monde a basculé. Un camion de déménagement? Ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Ça avait l'air pro. Travail rapide. Je me suis retourné, je suis parti. 15 minutes jusqu'à chez tante Carole. Le plan B de la famille. Elle prêchait toujours «la famille d'abord» sur Facebook. Elle allait sûrement «j'ai frappé». Elle a ouvert la porte et s'est figée. Son sourire s'est effacé rapidement. Elle ne m'a pas pris dans ses bras. Elle n'a même pas bougé pour me laisser entrer. Tante Carole, ai-je dit, la voix cassée. Où sont mes parents? La maison est vide. Elle s'est appuyée sur le cadre de la porte, évitant mon regard. Oh, mon chéri, a-t-elle dit. Ils sont partis ce matin. Tout s'est passé très vite. J'ai cligné des yeux. Ils ne m'ont rien dit. Elle a souri, mais de façon forcée. Tu connais ta mère? Elle a dit que c'était juste plus facile comme ça. Plus facile? Plus facile de disparaître en laissant ton fils dehors, devant la maison qu'il a élevée comme s'il n'avait jamais existé? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'as pas pensé à m'appeler? Elle a détourné le regard. Ce n'est pas à moi de m'en mêler. Une nouvelle vague de trahison m'a frappé plus fort que le silence. Ils ne sont pas juste partis, ils m'ont effacé. Effacé toutes les photos, tous les objets, toutes les traces de ce que j'étais. Ils ont changé les serrures, annulé le Wi-Fi, remplacé les portes. Ils ont emballé la vie que nous vivions dans des cartons et m'ont laissé de côté. Ce jour-là, il ne s'agissait pas de perdre une maison. Il s'agissait de découvrir que les gens qui l'ont construite n'avaient jamais prévu de m'emmener avec eux. C'est comme ça qu'on fait disparaître quelqu'un, silencieusement, efficacement, avec un sourire. L'écran de mon téléphone, toujours serré dans une prise de mort, était mon seul ancrage à un monde qui venait de me rejeter sans ménagement.
La porte de tante Carole était une plaque blanche, solide et inflexible, un monument à l'indifférence familiale. Je me suis affalé sur les marches de son porche, le béton froid et dur contre mes jambes, la pelouse soigneusement entretenue, les jardinières joyeusement peintes. Tout ça ressemblait à une parodie grotesque d'accueil. Après ce qui m'a semblé être une heure, mais n'a dû durer que 10 minutes, la porte a grincé de nouveau. Pas assez ouverte pour une invitation, juste assez pour que tante Carole glisse une bouteille d'eau tiède, le visage soigneusement neutre. Elle n'a pas croisé mon regard. Tu devrais réessayer ta mère, chérie, a-t-elle murmuré en posant la bouteille à côté de moi comme si j'étais un animal potentiellement enragé qu'elle nourrissait avec précaution. Peut-être qu'elle s'est calmée maintenant. Puis la porte s'est refermée. Un clic plus doux cette fois, mais d'une façon plus définitive. Son fils, mon cousin Marc, a brièvement montré la tête, m'a vu, a marmonné un surpris Yo! Puis est retourné à la chaleur intérieure, les bruits étouffés d'un jeu vidéo, reprenant presque immédiatement. Voilà la famille d'abord. Mes doigts, maladroits à cause d'un tremblement incontrôlable, ont tâtonné avec mon téléphone. Maman. J'ai appuyé sur appeler. Ça a sonné. Une fois, deux fois. Puis un clic. Sa voix plate, sans aucune émotion discernable, comme un robot qui lit un script. C'était plus facile comme ça. Clic. La ligne est morte. J'ai fixé l'écran, les mots brûlant mes rétines. Plus facile? Plus facile que quoi? Une conversation? Une explication? Plus facile que reconnaître mon existence? J'ai essayé encore. Directement un message automatisé et sec. Le numéro que vous avez composé a bloqué les appels entrants de votre numéro. Bloqué. Comme ça. Le numéro de papa a donné le même refus stérile. Mes propres parents m'avaient ghosté plus efficacement que n'importe quel rendez-vous Tinder. L'obscurité commençait à s'étendre au bord du ciel quand tante Carole est sortie une dernière fois. Écoute, gamin, a-t-elle commencé, la voix tendue par une impatience qu'elle ne cherchait même plus à cacher. Tu ne peux pas dormir ici. Les voisins, eh bien, ce n'est pas très bien vu. Ses yeux ont jeté un coup vers les pétunias parfaitement entretenues de Madame Henderson. Désolé, mais c'est entre toi et tes parents. Ce n'est pas mon rôle. Je lui ai demandé, d'une voix rauque, où ils étaient montés partis. Elle a haussé les épaules. Un parfait reflet de l'indifférence de M. Henderson, plutôt. Quelque part au nord, je crois. Ils n'ont pas trop parlé. Pas d'offre pour m'emmener à la gare routière. Pas un centime glissé dans ma main. Pas même une suggestion d'endroit où un ado pratiquement sans abri pourrait trouver refuge. Juste le clic de sa porte chère qui se refermait, un point final retentissant à toute illusion de soutien familial. Chez Julio, c'était à des kilomètres, une marche désespérée à travers des rues qui s'assombrissaient, mon sac à dos semblant rempli de plomb. Sa mère, Maria, a ouvert la porte, son visage habituellement souriant marqué par la surprise. Puis un éclat d'agacement en me voyant, le vagabond local. Mais quelque chose dans mon expression, une détresse brute et non filtrée, a dû se faire remarquer. Elle m'a laissé entrer, son irritation initiale s'adoucissant en une inquiétude hésitante. Le père de Julio, un homme dont les silences étaient de plus bruyants que les cris de beaucoup, me regardait avec suspicion depuis son fauteuil inclinable, la lueur de la télé se reflétant dans ses lunettes. J'ai marmonné quelque chose sur le fait d'avoir besoin d'un endroit où passer la nuit, jurant que je serais parti au matin. Il n'a pas dit non, mais l'air s'est épaissi de sa désapprobation tacite. Ils m'ont laissé dormir dans le garage, un espace encombré et poussiéreux qui sentait l'huile moteur usagée, le carton humide et les baskets oubliées. Il faisait froid. C'était inconfortable. Mais ce n'était pas le porche de tante Carole. Ce n'était pas la rue. Et pour ça, une faible lueur de gratitude a jailli dans l'obscurité écrasante. Le lendemain matin, le monde semblait penché. L'écran de mon téléphone était toujours vide. Pas d'appel manqué, pas de texto. Juste le silence assourdissant de leur abandon complet et total. J'ai essayé d'aller à l'école, de m'accrocher à une apparence de normalité, mais les mots sur le tableau blanc flottaient. Les voix des profs devenaient un bourdonnement incohérent. Tout le monde demandait où je vivais, si j'avais déménagé. J'ai marmonné que je restais chez un ami. Le mensonge avait un goût de cendre dans la bouche. L'idée des conseillers scolaires, des regards pleins de pitié, de l'étiquette inévitable de cas social, c'était insupportable. Je ne voulais pas être ce gamin. Les réseaux sociaux sont devenus un cercle infernal renouvelé. Ma sœur, Nathalie, n'avait pas répondu à mes messages frénétiques, mais ses stories Instagram formaient un flot vibrant et joyeux de mises à jour. Sa nouvelle chambre, rose pastel,
et ridiculement duveteuse. Un nouveau chiot, un Golden Retriever que je n'avais jamais vu, gambadant dans un jardin baigné de soleil qui n'était pas le nôtre. Des selfies avec de nouveaux amis, des légendes pleines d'emojis cœur et de déclarations du genre «la meilleure vie qui soit». Il n'y avait aucune mention de moi. Aucun indice d'un bouleversement familial. C'était comme si j'avais été soigneusement, chirurgicalement retiré de leur histoire, sans laisser de cicatrices ni de traces. Ils n'avaient pas juste tourné la page. Ils étaient passés à la version supérieure, et je ne faisais clairement pas partie du package premium. La cruauté décontractée de tout ça, la facilité à couper tout lien avec moi, était une nouvelle blessure à chaque rafraîchissement du fil d'actualité. Le garage de Julio est devenu mon purgatoire froid et en béton pendant près d'un mois, empreint d'odeurs de moisissure et de désespoir. Des tapis de gym posés sur du carton faisaient office de lit. Julio était un allié silencieux, me glissant de la nourriture en douce, me prêtant son chargeur. Mais ses parents, c'était une autre histoire. Dès la première semaine, la tension était palpable chaque fois que je mettais les pieds dans leur cuisine. Le père de Julio lançait des remarques assassines au sujet de la facture d'électricité, son «Tu restes combien de temps?» chargé de suspicion. J'ai commencé à partir avant l'aube et revenir après la tombée de la nuit pour limiter les frictions. Ça aidait à peine. Sa mère, Maria, est passée de la pitié à des soupirs passifs-agressifs à propos des jeunes ingrats et de ceux qui en profitent. Je mangeais moins leur nourriture, survivant grâce à des nouilles instantanées achetées avec de l'argent, gagnées par des petits boulots, tondre les pelouses, désherber les jardins, n'importe quoi pour être plus petit, moins un poids. Les week-ends étaient l'enfer. Les autres gamins avaient une famille. Moi, je hantais le centre commercial, un fantôme fauché, où je m'asseyais dans un parc délabré près de l'autoroute, les balançoires grinçant à un rythme lugubre, scrollant sur mon téléphone jusqu'à ce qu'il meure, désespéré de trouver une distraction. L'école était un brouillard, le strict minimum. Mon cerveau, embrumé par la faim et l'épuisement, ne pouvait assimiler ni le calcul ni l'histoire. La conseillère d'orientation m'a coincé, les yeux pleins d'une inquiétude feinte, demandant si tout allait bien à la maison. Je lui ai servi le mensonge du «on vient d'emménager, on s'installe encore». Elle ne m'a pas cru, mais visiblement elle ne voulait pas s'en mêler. Les profs ont cessé de m'appeler. J'étais invisible, un cas perdu de plus. Après une semaine de silence, j'ai arrêté d'appeler ma famille. Le message était clair. Ils étaient passés à autre chose. Puis est venue la gifle Facebook. Un samedi étouffant. Au parc, rationnant mes derniers 10% de batterie, un post suggérait le profil de papa. Il ne m'avait pas encore bloqué là-bas. Mon cœur battait la chamade. J'ai cliqué. Des photos joyeuses et malsaines. Une nouvelle maison. Plus grande, plus récente. Pelouse bien entretenue. Une pancarte joyeuse. Vivre, rire, aimer. La légende. Nouveau départ. Tellement. Béni être reconnaissant. Maman rayonnante. Le bras autour de papa. Nathalie, souriante, tenant un Golden Retriever que je n'avais jamais vu. Et à côté de maman, le bras négligemment posé sur son épaule. Un homme que je ne reconnaissais pas. Grand, souriant, semblant à sa place. J'ai zoomé, les mains tremblantes. Nouveau canapé, nouvelle tenture, nouvelle vie. Pas une seule trace de nous, de moi. Cette légende d'Io béni, en contraste avec ma réalité dans ce garage, était un coup physique. Leur nouveau départ reposait sur mon abandon. Leur bonheur acheté avec ma douleur. Cette nuit-là, j'ai bloqué chacun d'eux sur toutes les plateformes. S'ils pouvaient m'effacer, je leur rendrais l'appareil. Ce n'était pas une solution, juste un petit acte amer de contrôle. La comédie du «je reste chez un ami» a vite montré ses limites. Les murmures me suivaient. Un sportif, Kevin, a ricané. «J'ai entendu dire que t'es sans-abri, Grims.» J'ai failli lui casser la figure. Giulio est intervenu, mais l'étiquette a collé. La confrontation inévitable avec le père de Giulio est survenue une semaine plus tard, à la table de la cuisine. Maria qui tournait nerveusement autour. Il n'était pas en colère, juste fatigué. «Fiston», a-t-il dit, la voix étonnamment douce, ce qui rendait tout pire. «Ça ne peut pas continuer. Tu dois régler ça avec ta famille.» Je lui ai répondu froidement que régler ça n'était pas une option. Ma famille avait fait son choix. Il a soupiré, un son lourd de lassitude. «La vie n'est pas juste, muchacho. Tu dois partir.» J'ai empaqueté mes maigres affaires. Vêtements, brosse à dents, téléphone moribond, dans mon sac à dos et des sacs d'épicerie. J'ai envoyé un texto à Julio. «Désolé mec, et merci.»
2 jours plus tard, un message sec. Pas de souci, frère. Prends soin de toi. Depuis, plus de nouvelles. Je ne lui en veux pas. Les gens se fatiguent de ton fardeau. Surtout quand il est aussi lourd, aussi imprégné de la puanteur de la trahison. Le sol en béton de ce garage m'a soudain semblé la seule maison que je connaisse depuis une éternité. Et maintenant même, ça m'était arraché. Le froid ne venait pas seulement de la nuit, c'était la glace qui se formait autour de mon cœur. Quitter la maison de Giulio, c'était comme sauter d'une falaise dans une obscurité totale. Les mois suivants se sont confondus en un montage infernal de nuits passées à squatter des canapés, chaque refuge temporaire plus précaire que le précédent. Je suis devenu un expert des canapés bosselés, des sols froids et du subtil art de me rendre invisible dans des vies déjà surchargées. J'ai appris à exister en périphérie, un caméléon humain se fondant dans le décor, ne demandant jamais rien, mes affaires réduites à un seul sac à dos usé que je gardais comme s'il contenait des secrets d'État. Parfois, je le planquais dans un casier à 2500 du centre de loisirs du centre-ville, juste pour l'illusion de sécurité, le claquement métallique de la porte apportant un petit réconfort creux. La générosité des inconnus, voire des simples connaissances, a une durée de vie tristement courte. Les portes claquaient un peu plus fort. Les chargeurs disparaissaient si je les utilisais sans autorisation explicite et mielleuse. Je me souviens d'un gars, Brad, chez qui je dormais depuis 3 nuits. Je me suis réveillé à l'aube, au son de la voix basse et irritée de sa mère depuis la cuisine. Honnêtement, Brad, c'est quand que ce garçon part, il nous vide le frigo. Ce n'est pas notre problème. Brad marmonna quelque chose comme encore quelques jours. Je n'ai pas attendu. J'ai attrapé mon sac à dos, suis sorti avant que le soleil ne se lève, et j'ai juste continué à marcher. La honte était une pilule amère, mais quelque chose d'autre se solidifiait en dessous. Une colère froide et dure. J'en avais assez d'être le problème de tout le monde. Si mes propres parents m'avaient jugé trop encombrant, pourquoi attendre plus des étrangers? C'est alors, errant dans les rues grises et indifférentes tandis que la ville s'éveillait lentement, qu'une nouvelle idée, tranchante et dangereuse, a commencé à germer. Mes parents disaient toujours que j'étais celui qui compliquait tout, que mon attitude corrompait la dynamique familiale. Chaque fois que je dénonçais leur favoritisme évident envers Nathalie, ses chaussures neuves à la chaîne alors que je portais des fripes usées, ses cours de ballet coûteux alors que mes demandes pour une guitare d'occasion se heurtaient à des leçons de responsabilité financière, je nuisais à l'ambiance familiale. Quand je reprochais à papa son tempérament volcanique, sa manière de parler à maman qui me nouait l'estomac, j'étais un mauvais exemple. Ils ne voulaient pas d'un fils qui les challengeait. Ils voulaient un accessoire docile. Et quand j'ai refusé, ils m'ont tout simplement effacé de leur vie. Très bien. Si j'étais un tel problème, il était temps que je devienne un problème pour eux. Pas pour les brades du monde, mais pour ceux qui m'avaient si facilement jeté. Une nouvelle obsession a pris racine. Mon téléphone, toujours à plat et fonctionnant avec des cartes prépayées bon marché, est devenu mon arme, mon confessionnal, mon registre. J'ai commencé à prendre des notes, des entrées méticuleuses et détaillées de chaque infraction financière qu'ils avaient commise en mon nom. Chaque fois que papa avait emprunté mon numéro de sécurité sociale pour des trucs fiscaux quand j'étais à peine adolescent. Chaque facture d'électricité mise à mon nom parce que t'es mineur, ça ne compte pas vraiment. Chaque demande de carte de crédit en magasin que maman m'avait fait signer pour juste une petite réduction, mon chéri. Puis utiliser au maximum, puis oublier. La liste grandissait, un témoignage accablant de leur abus financier, de leur mépris total pour mon avenir. Je cherchais sur Google, tard la nuit, à la lumière vacillante des laveries ou des gares routières. Des phrases comme vol d'identité par les parents et fraude financière mineure. La plupart des conseils officiels étaient une mauvaise blague. Consultez votre tuteur légal. Déposez plainte avec consentement parental. Inutile. Tout semblait nécessiter de l'argent que je n'avais pas, ou des parents qui s'en souciaient vraiment. Mais la colère était un carburant puissant. Je ne survivais plus, j'accumulais. Je documentais, je préparais. Je ne voulais pas juste tourner la page. Je voulais qu'ils ressentent les conséquences de leur choix, qu'ils comprennent le désastre qu'ils avaient laissé derrière eux. J'ai appris à me débrouiller avec une nouvelle férocité. Travaux de jardin, courses pour des mamans épuisées, nettoyage après des fêtes universitaires contre de la nourriture et quelques billets froissés. Même fouiller les poubelles derrière des magasins d'électronique pour récupérer des gadgets jetés que je pouvais réparer et revendre. Certains jours, je passais des heures, parfois des jours, sans parler à une seule personne.
L'isolement était un lourd manteau, mais il aiguisait aussi ma concentration. Puis, à l'épicerie, plusieurs mois plus tard, j'étais dans le rayon des nouilles instantanées bon marché d'un supermarché discount, calculant si je pouvais me permettre la saveur poulet un peu moins déprimante quand je l'ai vue, ma mère. Elle était au bout du rayon, riant, la tête rejetée en arrière, semblant heureuse, plus jeune d'une certaine façon. Nathalie était à côté, remplissant leur chariot de snacks bio hors de prix. Et avec elle, le bras nonchalamment posé sur l'épaule de maman, l'homme des photos Facebook. Son nouveau départ. Il ressemblait à une famille parfaite sortie d'une pub de céréales. Mon souffle s'est coupé. Pendant une folle seconde, j'ai pensé à aller leur parler. Quoi, je n'en avais aucune idée. Mais elle s'est tournée, nos regards se sont croisés. Par-dessus les boîtes de haricots cuits à prix cassé, par-dessus le gouffre de tout ce qu'ils avaient fait, nos yeux se sont accrochés. Il y a eu un éclair de quelque chose. Reconnaissance, peut-être même choc. Mais ça a disparu en un instant. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas halté. Elle s'est juste détournée. Avec grâce. Délibérément. Vers sa nouvelle vie, son nouvel homme, sa fille choisie. Comme si j'étais juste un autre client. Un inconnu dans le rayon. Je suis sorti de ce magasin, laissant derrière moi mon pauvre paquet de nouilles. C'était fini. Le dernier clou invisible dans un cercueil que je ne savais même pas encore fermer. Il n'y avait pas de réparation possible. Pas de retour en arrière. Ils n'en avaient pas juste fini avec moi. Ils avaient activement, consciemment, choisi de m'ignorer, de m'oublier. Et à cet instant, sous les lumières fluorescentes bourdonnantes de ce supermarché sans âme, j'ai compris que j'en avais fini avec eux aussi, irrévocablement. Mais en finir ne voulait pas dire lâcher prise. Oh non, c'était tout le contraire. Je ne voulais pas être une simple note de bas de page tragique dans leur nouveau chapitre « Béni ». Je voulais être l'auteur du mien. Et je commençais tout juste à écrire la partie où ils paieraient. Pas forcément en argent, mais dans la lente prise de conscience que l'on ne peut pas effacer une personne. Surtout pas quelqu'un qui a appris à se battre depuis les cendres. Je ne visais pas un scénario hollywoodien de vengeance, pas de confrontation dramatique ou d'humiliation publique. Mon plan était plus discret, plus insidieux, conçu pour les atteindre là où ils vivaient, dans la façade soigneusement construite de leur nouvelle vie, plus facile. La thérapie que tout le monde dirait que j'ai besoin, mon plan, c'était ma thérapie. C'était pour reprendre non seulement mon nom, mais mon histoire. Ils voulaient oublier que j'existais. Je deviendrais inoubliable. Une décennie. 11 ans depuis leur disparition. J'avais arraché ma vie, bâtie sur le socle dur de leur trahison. La colère s'était apaisée, pas éteinte, mais forgée en une détermination d'acier. J'avais patiemment retiré mon nom des comptes frauduleux, des dettes qu'ils avaient si aisément attribuées à mon fantôme. Chaque victoire était un petit morceau de moi retrouvé. Puis, la lettre, épaisse, officielle, d'un cabinet d'avocats inconnu. Avis juridique urgent. Mon estomac s'est noué. Ils essayaient de refinancer leur maison bénie. Et l'ironie, si forte qu'elle en devenait presque comique, c'est qu'ils avaient besoin de ma signature. Toutes ces mines financières qu'ils avaient posées à mon nom leur explosaient finalement au visage. Les banques refusèrent de poursuivre sans mon accord. Après 11 ans à me traiter comme un spectre, soudain, j'étais indispensable. Ma signature, jadis un outil à leur convenance, devenait la clé de leur avenir. Je riais d'un rire dur et amer. Les messages ont commencé. Leur avocat. Tante Carole, dont la voix dégoulinait désormais de fausses sollicitudes. Chérie, tes parents ont juste besoin de cette seule chose. Puis l'assaut de maman. Long texto sucré de nostalgie, appel à la compréhension, promesse que ce petit détail allait tout arranger. Le texto raide et maladroit de papa. Fiston, je sais qu'on a fait des erreurs. Désolé. On peut parler? Le chef-d'œuvre est arrivé par message privé de Nathalie. Capture d'écran de leur groupe familial. Maman, il doit signer. On va perdre la maison. Papa, en pleurs selon les dires. On n'aurait jamais dû le laisser partir. Mon Dieu, on n'aurait jamais dû. Tante Carole. Que quelqu'un lui fasse comprendre. S'il vous plaît, dites-nous ce que ça signifie pour nous. C'était un feuilleton grotesque, et moi, le vilain silencieux, je détenais le pouvoir de faire s'écrouler leur monde. Et le pire, une froide et satisfaisante revanche s'installait. Toutes ces nuits passées dans des garages, la faim, les portes claquées, cette rencontre au supermarché, tout menait à ce moment de levier incontestable. Ils ne regrettaient pas leurs actes.
Ils étaient terrifiés par ce qui les attendait. Quelques textos larmoyants ne suffiraient pas. Ils ne comprenaient toujours pas. Alors, je ne les ai pas ghostés. Le ghosting, c'était leur jeu. Le mien était définitif. J'ai rassemblé mon arsenal de preuves de leurs abus financiers. Je n'ai pas appelé un thérapeute. J'ai appelé mon avocat. Nous n'avons pas simplement rédigé une clause de non-contact. Nous avons déposé une demande de séparation légale complète et irrévocable des intérêts. Un document coupant toute connexion entre mon nom et le leur. Toute tentative d'utiliser mes informations dans leurs affaires serait signalée comme fraude. Un pare-feu infaillible. La touche finale, mon avocat a envoyé une copie en copie conforme directement à leur avocat. Ma réponse, signée, scellée et légalement livrée. Les conséquences ont été immédiates. Tante Carole hurlait au téléphone que je ruinais l'avenir de la famille, que j'étais cruellement délibéré. Le texto suivant de maman était un roman mêlant pardon biblique et accusation. On ne réfléchissait pas clairement. Crois-nous, s'il te plaît. Papa a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner, supprimant les messages désespérés sans les écouter. Nathalie m'a envoyé un message privé. Papa pleure tous les jours. Tu es content maintenant? Je n'ai pas répondu. Que dire? Désolé que tes parents subissent les conséquences d'actes vieux de plus d'une décennie. Désolé qu'ils aient bâti leurs rêves sur mon identité volée. Mon silence, mes actions, c'était ma réponse. Un oncle est même venu hurler à ma porte que je devais ça à la famille. Je l'ai repoussé et claqué la porte, la chaîne faisant un clic final satisfaisant. J'attendais une étincelle de compréhension sincère. Elle n'est jamais venue. Ils n'étaient pas des méchants, juste égoïstes. Ils voulaient une vie facile. Maintenant, la facture de cette vie facile était due, et ils étaient choqués que le fils qu'ils avaient rejeté refuse de payer. L'ironie était délicieuse. Les papiers légaux ont atterri dans la boîte mail de leur avocat avec le clic décisif d'une porte de cellule qui se referme. Mon téléphone a continué à vibrer frénétiquement pendant quelques jours encore, une symphonie pathétique de leur horreur naissante. D'autres messages vocaux larmoyants de maman parlant de pardon et de ne pas comprendre. D'autres textos furieux de tante Carole sur la loyauté familiale. Un concept qu'elle semblait appliquer très sélectivement. Nathalie a finalement envoyé un dernier message sec. J'espère que tu es satisfait. Satisfait? Non, ce n'était pas le mot. Ce que je ressentais, c'était le silence. Un silence vaste et résonnant, où la rumeur constante de leur trahison avait vécu si longtemps. Les appels se sont espacés. Les textos ont cessé. J'imagine que leur avocat leur a expliqué la dure réalité des documents que j'avais déposés. Il n'y avait aucune faille. Aucune supplication émotionnelle ne pouvait infléchir une séparation légale et contraignante. Leur pont vers moi, celui qu'ils ne tentèrent de traverser que quand ils avaient besoin de quelque chose, était brûlé pour de bon. Les gens demandent encore, ceux qui connaissent des bribes de l'histoire, pourquoi je n'ai pas simplement signé ces foutus papiers? Pourquoi je n'ai pas laissé tomber, tourné la page, été la meilleure personne? Ils ne comprennent pas. Ce n'était pas une question de refuser de signer un document. C'était une question de reprendre une vie qu'ils avaient tenté de détourner puis de jeter. C'était le fait que l'on ne peut pas abandonner son enfant, lui enlever toute sécurité, utiliser son nom pour accumuler des dettes, puis, des années plus tard, exiger sa complicité pour réparer votre merde avec des excuses en pleurs et une histoire. Pathétique. On ne peut pas effacer quelqu'un puis faire semblant d'être choqué quand il refuse d'être réintégré dans votre récit à vos conditions. Je n'attends pas de clôture. La clôture est un mythe. Un joli nœud sur une histoire qui est souvent tout sauf bien rangé. Il n'y aura ni retrouvailles sincères, ni réconciliation en larmes autour d'une dinde de Thanksgiving. Ils ont fait leur choix ce mardi matin, il y a 11 ans, et chaque jour depuis. Et moi j'ai fait les miens, dans le langage froid et précis des actes juridiques. J'ai obtenu ce que je voulais. Mon nom, enfin, sans équivoque, m'appartient. Mon avenir, libéré des tentacules de leur irresponsabilité financière. Et cette connaissance profonde et inébranlable qu'ils ne pourront jamais, jamais plus m'utiliser. S'ils veulent pleurer sur les conséquences de leurs actes, si papa pleure vraiment tous les jours, alors qu'ils le fassent, qu'ils se noient dans le désordre qu'ils ont créé. Leurs larmes ne sont pas mon affaire. Leur regret n'est pas ma rédemption. Et oui, je ris encore parfois, quand une pensée fugace de leur message désespéré et supplieur traverse mon esprit. Ce n'est pas un rire de joie, pas vraiment. C'est le rire de quelqu'un qui a regardé dans l'abîme de ce dont sa propre famille était capable, et au lieu de se laisser engloutir,
à trouver un moyen de s'en sortir, les laissant contempler l'écho de leur choix dans le silence que je protège, désormais farouchement. C'est tout. La porte de ce passé n'est pas seulement fermée, elle est barricadée, scellée, et la clé a été jetée. Ma vie, enfin, m'appartient, et c'est plus que suffisant.